Le 7 novembre 1983, mon cher journal. Aujourd'hui, j'ai reçu la visite assez intéressante des deux sœurs du quartier chic de Belgrade. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas du tout qu'elles aient décidé de venir passer un petit séjour au manoir qui s'est transformé en hôtel, car elles aiment le luxe, elles aiment la volupté et elles aiment se montrer. Je savais que tôt ou tard, elles viendraient parce que depuis toute petite, elles sont comme attirées par le manoir à chaque fois qu'elles passent devant. À chaque fois, elles s'arrêtent en se tenant aux grilles de l'entrée du manoir, en rêvant à une vie idéale à l'intérieur de celui-ci. Ceci dit, c'est très intéressant qu'elles viennent me rendre visite parce que j'ai quelques surprises à leur réserver. Je vais juste raconter un peu leur histoire, comment elles ont grandi avant d'arriver à l'âge de 63 ans pour Odette et 66 ans pour Yvette. Ces deux sœurs sont totalement différentes en tout point, aucune ressemblance possible. Odette, elle, est très gentille, elle est très douce et très polie. Elle s'est mariée avec un homme très aimant, très charmant, très gentleman et a décidé de fonder une famille merveilleuse et aimante. Yvette, quant à elle, est un véritable petit poison. Une femme carriériste qui n'a jamais voulu d'enfant et qui a préféré consacrer l'entièreté de sa vie à amasser de l'argent. Ce qui est très curieux, c'est qu'elles sont jalouses l'une de l'autre secrètement, sans même s'en rendre compte. Odette aimerait avoir l'argent que sa sœur va empocher au fil des années, et Yvette aurait préféré avoir une jolie famille à ses côtés pour la choyer aujourd'hui, quitte à sacrifier l'argent qu'elle a ramassé pendant toutes ces années. D'ailleurs, c'est curieux que les êtres humains ne soient pas capables de se contenter de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours ce que les autres ont, comme s'ils ne sont jamais heureux de ce qu'ils réussissent à obtenir dans leur vie. Au niveau de leur caractère, Odette, depuis toute petite, est une personne calme, discrète, altruiste et très empathique, toujours à se soucier d'autrui et de son bien-être. Yvette, quant à elle, est très individualiste, ne pense qu'à elle et privilégie ses intérêts personnels plutôt que de venir en aide à quiconque en aurait besoin. Pendant qu'Odette était occupée à cueillir des fleurs ou à s'occuper d'animaux en détresse, Yvette préférait casser la figure à tous les garçons qui venaient l'embêter, un vrai garçon manqué. Elles ont même réussi à avoir chacune un petit surnom. Odette était surnommée Sœur Teresa et Yvette était surnommée Picsou. Je crois que ça en dit long sur les personnages, n'est-ce pas? Elles ont chacune réussi leur vie de leur côté en fonction de leurs objectifs personnels. Odette est entourée d'une famille qui l'aime profondément et elle est même devenue une mamie merveilleuse. Et Yvette, elle, a obtenu toute la richesse qu'elle voulait, mais aujourd'hui, elle est malheureusement délaissée et personne ne s'intéresse à elle. Il n'y a aucun jugement à avoir, ni pour l'une, ni pour l'autre. Elles ont réussi ce qu'elles voulaient obtenir dans la vie, et c'est très bien comme ça. Elles se sont toujours détestées, ce qui est très étrange parce qu'elles s'aiment profondément. Toujours là l'une pour l'autre, alors qu'elles étaient tout le temps en train de se chamailler, et même encore aujourd'hui, c'est le cas. Leur arrivée à l'hôtel a d'ailleurs été fracassante. Elles sont arrivées en se chamaillant une fois de plus. Naturellement, toute l'attention était portée sur elles, mais elles, prises dans leur querelle, ne se soucient de personne d'autre, elles ne se soucient d'aucun regard. C'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Elles sont à la fois attendrissantes et à la fois très agaçantes. Mais au fil des décennies, j'ai bien vu qu'Yvette passait son temps à commander Odette, à lui donner des ordres. Elle a passé l'intégralité de sa vie à critiquer les faits et gestes, ainsi que les choix d'Odette. Ce qui a été très pesant pour Odette, parce qu'elle s'est sentie rabaissée vis-à-vis de sa sœur. Yvette, vue de l'extérieur, semblait être un véritable petit démon. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que personne ne l'aimait. Mais c'était sa façon à elle de montrer à Odette qu'elle l'aime profondément. Elle était dans un rôle surprotecteur avec sa sœur pour qu'elle s'endurcisse et devienne quelqu'un de fort. Alors qu'en fait, elle a fait l'effet inverse. C'est-à-dire, elle l'a rendue encore plus craintive du jugement des autres. On a toujours tendance à être peiné pour la personne qui reçoit les mauvais traitements verbaux. Alors qu'en réalité, c'est Yvette qu'il fallait plaindre. Parce qu'elle était tellement concentrée à gagner de l'argent en grande quantité qu'elle est passée à côté de sa vie. Aucune attache, aucun amour, rien. Mais j'ai quand même bien envie de lui jouer un chouette petit tour à cette petite sorcière. Parce qu'à chaque fois qu'elle passait devant le manoir et qu'elle montrait sa jalousie, elle critiquait l'intégralité de ce qui se passait à l'intérieur du manoir, alors qu'elle ne savait absolument pas ce qui s'y passait justement.
Il est temps de m'amuser un peu et de jouer avec elle. Et je ne peux m'empêcher de prendre du plaisir à tout ce que je vais faire pour l'embêter un peu. J'ai d'ailleurs une anecdote assez amusante sur le sujet. Yvette était devenue brocanteuse. Elle a amassé une multitude d'objets au fil des décennies, des personnes qui perdaient toutes leurs possessions et qui revendaient leurs biens pour se faire de l'argent. Et Yvette revendait le tout à prix double. C'était ingénieux, il fallait oser, mais plus d'une fois elle est tombée sur des objets assez étranges, assez curieux, qui lui ont donné bien des sueurs froides. Elle était même obligée de se débarrasser rapidement de certains objets et leur disait que les objets portaient la poisse. Mais peut-être que une certaine Adélaïde était derrière toutes ces histoires. Je me souviens d'une boîte faite de nacre qui a été amenée par une dame au grand cœur et qui ne connaissait pas la valeur de sa boîte. Yvette ne s'est pas gênée de faire comme si cette boîte n'avait absolument aucune valeur. Et lui en a donné de quoi acheter un simple morceau de pain. Une fois qu'elle a eu l'objet entre les mains, que la vente était signée et qu'elle avait donné l'argent à cette pauvre dame, elle a exposé sa boîte de nacre en vitrine avec un prix exorbitant. Cette dame s'est sentie escroquée et a souhaité récupérer sa boîte pour la revendre à un autre brocanteur. Mais Yvette s'est contentée de lui rire au nez. Ça m'a fait tant de peine d'entendre cette histoire que j'ai décidé de faire un petit tour dans cette boîte et de réellement lui porter la poisse. Dès que quelqu'un semblait intéressé pour l'achat de cette boîte, je m'empressais de faire tomber quelque chose dans sa boutique ou d'apporter certains malheurs à Yvette, de façon à ce qu'elle comprenne que cette boîte était maudite. Et j'ai réussi mon coup, parce qu'elle a décidé, au fur et à mesure des frayeurs que je lui ai fait, de rendre la boîte à cette pauvre dame qui était heureuse de récupérer son bien transmis de génération en génération. J'avoue que je lui ai fait d'autres petites surprises de ce genre, mais celle-ci, elle était vraiment très amusante à faire. La pauvre Yvette commençait à penser qu'elle était comme possédée par une entité qui lui voulait du mal, alors que j'avais juste envie de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et j'ai passé les meilleurs moments amusants de ma vie de fantôme à ses côtés. Et à chaque fois qu'elle racontait ses histoires à Odette, Odette se mettait à hurler de rire en lui disant « Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu deviens folle, ma grande !» Et les voilà rendus là, aujourd'hui, à l'accueil de l'hôtel. Et je me réjouis de savoir comment elles se comportent ensemble dans une pièce où elles sont enfermées toutes les deux pour y passer quelques nuits. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Je m'interroge cependant vraiment sur la raison qui les a poussées à venir dormir à l'hôtel alors qu'elles n'habitent vraiment pas loin et qu'elles n'ont nul besoin de séjourner à l'hôtel. Tout me passe par la tête. Est-ce qu'elles veulent régler des comptes personnels? Est-ce qu'elles font certains trafics illicites qui auraient besoin d'être cachés? Est-ce qu'elles sont en train de préparer leur testament? Ou est-ce qu'elles ont simplement envie de découvrir le manoir? Et finalement, elles sont là juste pour découvrir le manoir. Car c'est vrai que depuis toute petite, elles ont rêvé d'entrer dans l'enceinte de la bâtisse pour découvrir comment Aubin, qu'elles n'ont pourtant pas connu, a décoré l'intérieur de cette somptueuse demeure. Ça m'a mise en joie de découvrir cette raison-là, parce que ça me rend encore plus fière d'avoir été l'invitée privilégiée pour habiter les lieux avec mon époux. Elles vont déposer leurs valises dans leur chambre et n'ont de cesse de regarder autour d'elles en faisant le tour du manoir. Elles ont les yeux écarquillés, autant Odette reste sans voix tant le manoir est somptueux, autant Yvette reste bouche bée par la splendeur des détails. C'est une des rares fois où Yvette n'a rien à critiquer. Elles vont vite aller commander les petits fours et les viennoiseries qui sont mises à disposition des clients, qu'elles font livrer directement dans leur chambre. Elles ont décidé de vivre une vraie vie de princesse pour les quelques jours où elles ont loué l'établissement. Le personnel d'étage monte frapper à la porte avec une desserte et elles découvrent leur gourmandise sous une cloche, comme dans les films. Odette réagit avec beaucoup d'amusement. Elle sourit en tapant des mains comme une petite fille. Yvette, quant à elle, fait mine de n'être qu'à moitié satisfaite parce qu'elle mérite toujours mieux. Et j'avoue que sa réaction commence déjà à m'agacer. Tu veux jouer à ça, Yvette? Tu en es sûre? Très bien, nous allons jouer. L'après-midi, elle décide d'aller dans le parc du manoir. Les allées sont magnifiques, les feuilles d'arbres sont tombées au sol. Cette ambiance automnale est plus que parfaite pour ravir les pupilles d'Odette, mais plus que désagréable pour faire critiquer Yvette qui va s'en donner à cœur joie. Rien ne va. Il y a de la boue, il y a des feuilles qui se collent aux chaussures.
Les bancs ne sont pas nettoyés dans l'instant T lorsque les feuilles tombent dessus. Bref, rien ne va pour elle. Ne t'inquiète pas, Yvette. Je vais m'occuper de ton cas ce soir. Prends des forces, car tu vas vivre une des nuits les plus terrifiantes de ton existence. La nuit tombe, elles vont au restaurant de l'hôtel pour prendre un copieux dîner. Elles vont prendre en entrée une soupe de potiron, en repas une blanquette de veau, et en dessert, elles vont prendre une tarte tatin. Elles passent un bon moment à se rappeler leurs souvenirs d'enfance. Et c'est tellement beau à voir, cette trêve de querelle entre sœurs, que je ne peux m'empêcher de sourire à chacune de leurs anecdotes d'enfants. Elles se sont rappelées comment elles grimpaient aux arbres, comment elles traversaient les champs alors qu'elles se faisaient courser par les taureaux. Elles se rappelaient des pièges qu'Yvette avait mis en place pour gagner de l'argent en utilisant la sympathie des habitants du village. Et elles rigolaient même qu'Odette venait en aide aux fourmis. Elles passent vraiment un délicieux moment. Elles en prennent plein la vue, elles en prennent plein les papilles, et elles vivent vraiment un moment de complicité fraternelle qu'elles n'auraient pu espérer vivre un jour. Arrive le moment où il faut aller se coucher. Elles prennent en premier lieu un moment pour faire leur toilette. Odette prend son bain en premier, et tout se passe bien. Elle chante, elle se délecte de l'instant présent et fait beaucoup de mousse dans son bain. Et pendant qu'Odette prend son bain, et prend du bon temps pour elle, je décide de commencer à m'amuser un peu avec Yvette. Yvette tient ses mémoires à jour, comme moi, elle écrit au quotidien ce qui se passe dans sa journée, et je décide de commencer à m'amuser avec elle dès maintenant. Alors qu'elle veut prendre son sac pour chercher son journal intime, je décide de faire tomber son sac du bureau. Yvette est un peu surprise parce qu'un sac ne tombe pas comme ça tout seul, sans raison. Mais sans chercher à comprendre, elle le ramasse et l'ouvre pour en retirer son journal. Elle sort son stylo plume et ouvre son journal intime, regardant en l'air un instant pour prendre de l'inspiration. Et ses yeux se portent sur le crucifix. Crucifix que je me suis amusée à retourner. Yvette est très surprise et elle est même choquée parce qu'elle a entendu dire que cela portait malheur. Ni une ni deux, elle monte sur la chaise du bureau pour remettre le crucifix à l'endroit. Mais elle ne va jamais plus quitter le crucifix du regard tant elle a été surprise par cette découverte. Au moment où elle veut commencer à écrire, elle repose ses yeux sur le bureau et découvre que son journal a disparu. Comme c'est étrange. Son journal se retrouve au sol. Elle regarde autour de la pièce, tend l'oreille pour savoir si Odette est encore dans son bain, et, assez effrayée, elle constate que oui, Odette est toujours dans son bain. Donc, qui a fait tomber le journal? Elle refuse de tomber dans la paranoïa et se dit qu'elle a simplement fait tomber le journal elle-même, sans s'en rendre compte, en montant sur la chaise pour pouvoir remettre le crucifix à l'endroit. Elle regarde à nouveau le crucifix, parce qu'elle se sent comme attirée par le crucifix, et elle constate que le crucifix est à nouveau à l'envers. Désemparée, elle regarde autour d'elle, se demandant si quelqu'un ne lui a pas fait une mauvaise farce. Elle remonte sur la chaise de bureau, en faisant attention de ne plus faire tomber son journal intime, et remet une nouvelle fois le crucifix à l'endroit. Lorsqu'elle veut se remettre assise au bureau pour écrire sa journée, elle trouve à nouveau son journal posé au sol. Elle se dit que c'est simplement le vin qu'elle a bu à table qui lui est peut-être monté à la tête, et que c'était les effets de l'alcool qui lui donnaient l'impression que quelque chose ne va pas. Elle ramasse son journal, elle va pour prendre son stylo à encre et écrire sa journée. Lorsqu'elle ouvre son stylo à plume, il se met à écrire tout seul. Elle l'a dans les mains, mais ce qu'elle veut écrire ne s'écrit pas. Le stylo écrit tout seul. Le stylo à encre se met à écrire cette phrase. À partir de ce jour, j'arrêterai de critiquer qui que ce soit et quoi que ce soit. Je promets d'être dans la bonté et la gentillesse, d'arrêter d'être méprisante et de partager mon argent avec ceux qui en ont besoin en faisant le bien autour de moi. Je suis malheureuse de n'avoir personne à qui me confier et je vais y remédier en offrant mon amour à toutes les personnes que je vais rencontrer, et ce, dès ce jour. Yvette écarquille les yeux à la lecture de ses écrits, se met à hurler si fort tout en tremblant qu'elle jette son journal et sa plume de toutes ses forces, arrache son sac à main de sa chaise, attrape son manteau chic de la penderie et sort à toute vitesse du manoir en hurlant « Y'a un fantôme! Y'a un fantôme !» Odette, encore dans son bain, entend ce cinéma et se met à hurler de rire, en disant à voix haute « Sa solitude l'a rendue folle, ma pauvre Yvette !» Lorsqu'elle sort du bain,
Elle trouve le journal intime et son texte et éclate de rire comme jamais et dit en rigolant « L'argent lui est monté à la tête à ma pauvre sœur, elle perd la boule !» Et voilà mon cher journal, ces moments-là me font apprécier ma présence en ces murs et m'apportent du baume au cœur. Bien à toi, ta confidente Adélaïde.